Ce soir d'avoir répondu à notre invitation pour cette réunion donc consacrée à l'officine SOS Racisme. Je vais vous expliquer après dans quel contexte nous avons décidé de faire cette réunion. Je voulais aussi vous présenter à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, espérons-le, pour nous sera bonne, nous en sommes malheureusement presque sûrs, pour la France sera sans doute moins bonne. Mais nous sommes des gens conscients, nous savons à quoi nous attendre, donc tout cela ne nous étonnera pas, vous savez bien. Nous avons organisé cette réunion dans un contexte bien particulier qui a été celui de la campagne que nous avons lancée au début du mois de décembre dernier sur SOS Racisme. Alors, vous me direz, pourquoi avoir lancé une campagne sur SOS Racisme à un moment où cette organisation pourrait peut-être apparaître aux yeux d'un grand nombre de nos compatriotes comme étant beaucoup plus discrète qu'elle le fut dans le passé? Eh bien, tout simplement parce que cette organisation, aujourd'hui, joue toujours un rôle extrêmement important et toujours un rôle, évidemment, dans son projet et son but de destruction de notre identité et de notre identité européenne et de notre indépendance nationale française. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette campagne. Je vais juste vous donner une anecdote. En fait, cette campagne, on l'a lancée un petit peu, presque vous dire, par hasard. Vous savez que lors de la dernière journée de synthèse nationale, qui a eu lieu le 11 novembre dernier, nous avions annoncé l'intention de notre revue, au-delà de sa vocation purement éditoriale, d'organiser des campagnes de sensibilisation sur les thèmes qui sont ceux développés dans la revue. Et on se posait la question avec mes amis, qu'est-ce qu'on va pouvoir adopter comme premier thème. Et puis, un beau matin, je reçois sur Internet une réponse. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si la personne qui est concernée est dans la salle, surtout qu'elle vienne me voir, qu'elle se manifeste, parce que je serais ravi d'une part la remercier, et d'autre part m'entretenir avec cette personne. Je reçois un message d'une personne de la région de Béziers, je crois, en me disant « Bravo, je soutiens votre campagne pour la dissolution des SOS Racisme ». Je dis, cette personne est très sympathique et c'est très aimable de sa part, mais je ne savais pas qu'on faisait une campagne sur la dissolution des SOS Racisme. Alors, je me suis rappelé qu'effectivement, il y a 3 ans, à l'occasion d'une journée de synthèse nationale, nous avions édité un tract attaquant SOS Racisme. Alors, je me suis dit, elle a peut-être eu le tract avec 3 ans de retard, elle a peut-être mis 3 ans à réfléchir, que sais-je encore, mais enfin, bon, mieux vaut tard que jamais, donc bienvenue au club. Et puis, une demi-heure après, je reçois 2 messages, je soutiens votre campagne pour la dissolution des SOS Racisme. Et puis, à la fin de la matinée, il y en avait 5. Bon, c'est quand même un peu, pour une petite organisation comme la nôtre, vous savez, on ne reçoit pas non plus des dizaines de messages tous les jours. Hein. On en reçoit un certain nombre, de plus en plus certes, mais pas quand même suffisamment pour... Là, c'était quand même quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Enfin bref, au bout de 3 semaines, on avait reçu 500 messages de soutien à cette initiative. Et tout simplement parce qu'une personne que je ne connais pas, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je serais ravi de faire sa connaissance, une personne sur Facebook a relancé le tract que nous avions publié il y a 3 ans. Et ce tract qui avait eu un certain écho, mais enfin quand même beaucoup plus limité il y a 3 ans, eh bien là se retrouve à nous amener 500 contacts nouveaux. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont été... qui viennent pour la première fois à une de nos conférences et qui nous ont contactés à ce moment-là, ce qui prouve, bon, ces chiffres peuvent peut-être vous sembler pas très importants par rapport à un pays de 70 millions d'habitants, mais c'est quand même très important parce que vous savez, les gens qui s'engagent, c'est pas autant qu'on veut bien le dire. Vous savez, vous avez des partis qui vont vous dire on a eu 100 000 adhésions en 3 semaines, bon, bidon, hein. Déjà s'il y en a eu 100, c'est déjà pas mal. Bon, et donc il faut savoir que les gens n'adhèrent pas, ne s'engagent pas beaucoup. Et ce thème de réunion a été un thème qui a ce thème de campagne a été un thème qui a été visiblement porteur et qui a correspondu à une demande de la part de beaucoup de nos amis, et peut-être beaucoup d'entre vous, de faire quelque chose. Parce que aujourd'hui, alors vous me direz, si on donne des noms, les gens écrivent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on a continué. Le simple fait qu'on ait lancé cette campagne sur Internet, que des tas de sites ont repris nos informations, ont repris nos arguments, eh bien tout cela a fait qu'on a visé
dans le cœur des SOS Racisme. Puisqu'aujourd'hui, si vous tapez SOS Racisme sur Google, au bout de quelques chiffres, quelques lignes, vous allez tomber sur notre campagne et sur nos arguments. Donc ce qui veut dire qu'eux sont déjà au courant de ce que l'on fait et de ce que et qu'on les attaque. Et puis, on a publié une brochure que vous avez peut-être reçue pour la plupart d'entre vous, enfin un 4 pages, que beaucoup ont demandé à diffuser, d'ailleurs on n'en a presque plus, c'est ce qui est plutôt, ce qui est à la fois navrant mais aussi plutôt bon signe. Et donc si vous voulez, on a vraiment touché au cœur de la cible. Et nous venons d'éditer un numéro de Synthèse Nationale, le dernier numéro de Synthèse Nationale, qui est en grande partie consacré à ce sujet. Alors, devant cette demande que nous avons entendu de nos amis, on a donc décidé d'organiser ce soir cette conférence pour vous donner justement des arguments beaucoup plus profonds peut-être que ceux qui sont exposés sur un simple tract ou dans une simple brochure. Donc ce soir, Arnaud Raffard de Brienne, qui est à ma droite, qui a été l'un des rédacteurs de la brochure, qui est un des rédacteurs aussi de la revue Synthèse Nationale, va vous expliquer, dans un premier temps, l'histoire de cette officine volontairement, violemment anti-française, cette officine qui a été construite de toutes pièces par la gauche, qui a été construite grâce à un réseau trotskiste, qui a servi de rustine à la gauche dans un premier temps, et qui aujourd'hui est devenue une sorte de bande armée de l'hyperclasse mondialiste pour attaquer la France. Donc ils sont passés véritablement au service d'une gauche qui voulait trotskiste, puis socialiste, aujourd'hui comme valet du capital. Il faut appeler les choses par leur nom. Ensuite, Nicolas Tandler, qui est à ma gauche, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, qui est un spécialiste de la subversion de gauche, nous expliquera justement dans quel contexte cette campagne a été menée. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud Raffard de Brienne, qui va nous résumer un petit peu la vie de ces tristes cires qui constituent l'association SOS Racisme. Merci Roland. Je ne dérogerai pas à la tradition de vous présenter également mes meilleurs vœux pour l'année. On a encore 3 jours pour le faire et je crois que c'est important de garder les traditions. Alors, je reviens un petit peu sur la pertinence de cette conférence. Pourquoi aujourd'hui, alors Roland en a un petit peu parlé, pourquoi aujourd'hui parler d'SOS Racisme qui dans l'environnement du commerce antiraciste, parce qu'on va appeler les choses par leur nom, ce que j'appelle l'antiracisme alimentaire, fait plutôt figure d'officine en perte de vitesse. Alors pourquoi en parler? Pourquoi tirer sur une ambulance? Eh bien parce que nous sommes persuadés que l'ambulance a encore de beaux restes. Et je m'explique très simplement, SOS Racisme est certes en perte de vitesse, en nombre d'adhérents évidemment c'est complètement confidentiel, on ne le saura pas. En pouvoir d'influence, vous avez remarqué qu'on n'en parle quasiment plus. C'est une officine aujourd'hui, c'était une sorte de feu de paille des années 84, 85 et suivantes, on en parlera. Mais aujourd'hui, il y a un sens à en parler. Il y a un sens à en parler, c'est qu'il ne vous a pas échappé que l'ancien président de SOS Racisme, dont on va parler tout à l'heure, est numéro 1 du PS. Quand même le premier parti de France. Pas rien. Donc en termes de tremplin, SOS Racisme ne va peut-être pas bien, mais les gens qui y sont passés vont, eux, assez bien. Sauf Julien Drey, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, SOS Racisme est un tremplin de trotskistes. Et comme l'a dit très justement Roland, c'est une officine trotskiste. Alors on va revenir à l'histoire, à la création. En 1984, une vieille fripouille, connue sous le nom de François Mitterrand, alias le Florentin, l'homme des coups tordus, qui était, je le dis en passant, alors ça fait toujours sourire, qui était finalement le seul président de la République réellement, originellement et familialement et génétiquement de droite, historiquement, reconverti à la gauche pour chercher du travail, parce qu'effectivement le créneau droite était un peu bouché, je résume. Hein. C'était un homme de toute sa fibre, c'était un homme de lettres, c'est un excellent écrivain, c'est un homme de grande culture, c'est un homme profondément de droite, ex-maurassien, on va pas revenir sur la francisque, etc. Il s'était converti à la gauche parce qu'il y avait une place à prendre. Contrairement à un Chirac qui est génétiquement foncièrement de gauche. Bon, à vous, ça n'apprend pas grand-chose, mais c'est amusant de voir que nos concitoyens continuent à persister dans l'étiquetage voulu par le système. Donc cette fripouille de Mitterrand, qui n'était pas spécialement l'homme intègre, etc., qu'on veut bien nous brosser aujourd'hui, était en perte de vitesse. Parce que la gauche, c'est vrai que pour promettre, et on est en train de le vivre, il y a beaucoup de promesses. Demain, on rase gratis, on gagne plus, on tond les riches, etc. Et puis très très vite, on s'aperçoit, une fois qu'ils ont le pouvoir, et là nous sommes en train de le vivre, et ce n'est rien à côté de ce qui nous attend, on s'aperçoit que ça ne marche pas,
que les problèmes continuent, qu'on ne gagne pas plus d'argent, que les salariés connaissent les mêmes difficultés, que les plans sociaux s'accélèrent. Donc il a eu l'idée d'essayer de capter la jeunesse. La jeunesse, par définition, est quand même un âge où il y a un certain idéalisme, une générosité à exprimer, une envie de faire quelque chose, des bons sentiments, dévoyés ou pas, mais c'est l'âge où généralement on se donne plus. Et parallèlement, vous aviez la montée en puissance du mouvement Beurre, du mouvement qu'on a appelé le mouvement Beurre. Alors le rapide historique, vous aviez la marche des droits civiques en 1983. Toujours en 83, en novembre, il y avait la marche de l'égalité. Donc le mouvement Beurre commençait à se structurer. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les jeunes des banlieues commençait à se structurer, à s'organiser. Donc il y avait un double enjeu pour l'Élysée. C'était d'une part casser les pattes, briser les reins du mouvement Beurre, le faire taire, le démanteler. Et d'autre part, bien sûr, restaurer son image auprès de la jeunesse, en captant la générosité. Donc, l'opération de création d'SOS Racisme a été de toutes pièces, alors ça a été avoué d'ailleurs, écrit et dit par Jacques Attali, monté de toutes pièces par l'Élysée, hein, avec Jean-Louis Bianco d'un côté et Jacques Attali de l'autre, les grands maîtres d'œuvre. On verra qu'il y a eu beaucoup d'autres gens derrière, mais les grands maîtres d'œuvre étaient Jean-Louis Bianco, les âmes damnées de la présidence, et Jacques Attali. Alors, il y a un certain nombre d'informations que je vais vous donner qui ont été tirées d'un livre, et c'est intéressant d'écouter des personnes qui sont un peu ou totalement opposants à ce que nous pensons et disons et écrivons. Ben, moi j'ai trouvé un livre qui est introuvable aujourd'hui d'ailleurs, on le trouve sur certains sites internet pour 90 € et croyez-moi ça vaut vraiment pas le coup de l'acheter. Moi j'ai eu la chance de me le procurer autrement, d'un monsieur qui s'appelle Serge Malik, et ça s'appelle Histoire secrète de SOS Racisme. Alors lui il était un des premiers militants au bureau, etc. Il a eu des responsabilités. Et dans ce livre, il a raconté ce qu'il a vécu de la naissance et de la vie des SOS Racisme. Croyez-moi, c'est croustillant. Il règle un certain nombre de comptes. Alors ce Serge Malik, pour en dire deux mots, a un profil tout à fait intéressant. On va voir que ça va se confirmer dans le reste des personnalités de SOS Racisme. D'après son nom, effectivement, il y a une consonance maghrébine. Mais il nous dit, il nous présente un petit peu son cursus, il nous dit, je cite, hein, dès mon plus jeune âge, j'avais su que quelque chose dans ma famille était particulier. Mais ce n'était pas très clair. Ma mère me parlait des fêtes juives et de la bar mitzvah que je devais passer plus tard, si Dieu le voulait. Donc on a une origine croisée. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas une critique, c'est à un moment donné, ça va expliquer un certain nombre d'engagements. Donc c'est quelqu'un, il le dit lui-même d'ailleurs sur le livre très clairement, j'étais pas un vrai beurre. J'étais un beurre, c'est plus le mot qu'il emploie, mais voilà. Ce Serge Malik, donc effectivement, raconte un petit peu ce qui se passe. Et croyez-moi, c'est édifiant. Alors à la création, vous avez effectivement des parrainages puissants. C'est-à-dire que SOS Racisme ne s'est pas fait que 3-4 illuminés. Vous aviez... D'abord, il écrit d'ailleurs que la franc-maçonnerie a été d'un soutien immédiat, total et sans faille. Hein. Maître Leray, le grand maître du Grand Orient, Leray lui a apporté son soutien inconditionnel. Alors déjà, quand on a le Grand Orient dans la poche, ça aide. Le PS, totalement acquis, forcément, c'était piloté par l'Élysée. Ça a quand même une officine qui a quand même compté jusqu'à 8 à 10 permanents payés par les officines plus ou moins socialistes, et même plutôt plus que moi d'ailleurs. Vous aviez l'AMNEF, vous aviez la CFDT. Bref, c'était un bon parrainage. Les faits se sont penchés sur le berceau des SOS Racisme pour lui permettre effectivement un bon démarrage. Après, il y a eu des soutiens moraux, intellectuels, la caution intellectuelle. On va retrouver l'inénarrable et l'inévitable Bernard-Henri Lévy. On va, bien sûr, Jacques Attali, je l'ai cité. On va retrouver Marek Alter, un homme bourré d'imagination, qui écrit des livres qui ont été pour le moins contestés dans ses récits. On va retrouver effectivement tout un tas d'officines. On va retrouver des milliardaires. Hein, on va retrouver le Christophe Ribou, le fils d'Antoine, donc fils de milliardaire, qui d'ailleurs très vite invitera monsieur Jean-Philippe Désir, alias Harlem. Hein. Jean-Philippe Désir l'invitera d'ailleurs chez lui. Et il raconte dans son livre d'ailleurs qu'à un moment donné, on prend très vite goût à cette vie de riche. Hein. Le petit Jean-Philippe Désir, trotskiste de base, étudiant attardé, se retrouve à côtoyer des milliardaires, etc. C'est très agréable, le champagne coule à flot, etc. On finit par s'y croire. Et donc, voilà effectivement l'organisation lancée. On a au-dessus de tout ça, je n'ai pas encore parlé, un monsieur qui s'appelle Julien Drey. Alors, Julien Drey, c'est le vrai patron,
c'est le vrai fondateur, c'est le vrai animateur d'SOS Racisme. Et tout au long du livre, de tous les articles que vous pouvez trouver sur le sujet, il est considéré que Jean-Philippe Désir, alias Harlem, n'est qu'un, c'est cité, c'est écrit en toutes lettres, un homme de paille. C'est un homme sans personnalité, sans ambition, soumis, qui servait vraiment constamment son maître, Julien Dray. Donc, voilà cette attelage partie. On a également très rapidement l'Union des étudiants juifs de France qui apporte son caution totale, avec un monsieur qui s'appelle Éric Gebali d'ailleurs, qui est mentionné dans le livre comme un agent d'Israël. Vous voyez, bon, on a vraiment un parrainage de qualité. Hein. On a les intellectuels. Alors, après, il y aura les idiots utiles. Les idiots utiles, comme dans toute cause, vous avez Simone Signoret, qui apportera son soutien jusqu'à son dernier souffle. Vous avez Coluche qui ne voulait pas trop y aller, mais Jacques Attali l'avait convaincu d'y aller. Vous avez, alors tout le monde a été approché, vous avez Jacques Toubon, vous avez Dominique Baudis, etc. Donc tous ces soutiens fervents qui y sont allés, les idiots utiles, qui souvent pour des raisons personnelles, familiales ou autres, ont une inclination à militer contre le racisme. J'en dirai pas plus. C'est souvent des raisons très personnelles, des situations familiales qui les incitent. Alors donc on a effectivement ce mouvement qui est lancé. On va voir ce qu'il fait ce mouvement et ce qu'il réalise concrètement. Parce qu'il y avait déjà un commerce antiraciste en place. Il y avait la LICRA, une vieille dame qui s'appelle la LICRA, il y avait le MRAP, et puis après c'est tous les comités régionaux, locaux, etc. Mais sans importance. Vous aviez surtout la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, le MRAP. Comment ont-ils accueilli l'arrivée de ce turbulent concurrent avec beaucoup de réserves, bien sûr, parce que c'était un concurrent. C'est des gens qui font commerce d'antiracisme. On en dira deux mots tout à l'heure. Ils font commerce d'antiracisme, c'est-à-dire en fait il faut faire croire aux Français qu'il y a un péril raciste, et donc des très méchants, des racistes, dans le pays certainement le moins raciste du monde. Je veux dire, effectivement, il suffit de sortir de cette salle et de se promener dans Paris pour se rendre compte que la France n'est pas vraiment raciste. Ça se saurait. Infiniment moins en tout cas que d'autres nations comme la Chine ou beaucoup d'autres. Hein. Donc, ce commerce consiste à faire croire, à culpabiliser et à faire croire effectivement aux Français qui sont racistes. Contre monnaie sonnante et trébuchante, à travers des procès, etc. Ce qui n'était pas complètement le cas, pas uniquement le cas d'SOS Racisme. SOS Racisme est une organisation qui fonctionnait sur la base de l'agite-prop. C'est-à-dire, c'est de l'agitation. Il y avait une structure extrêmement maigre, on l'a vu, Julien Dray, quelques acolytes, Éric Gebali, Jean-Philippe Désir, etc., quelques gauchistes, Kevin Thomas, etc. Vous aviez un certain nombre d'agitateurs comme ça, et derrière des maigres troupes, de très maigres troupes. Heureusement qu'il y avait la structure PS, CFDT, etc. derrière, sinon en province il n'y avait rien. Très peu de choses. Et alors, effectivement, on est sur de l'agitation, c'est-à-dire de l'exploitation de faits divers. Le moindre fait où il pouvait y avoir éventuellement une connotation, même secondaire, qu'on aurait pu qualifier de raciste, ils se précipitaient. Ils allaient triturer les gens en disant, hein, etc., etc. Souvent, d'ailleurs, ils se sont fait éjecter. Hein. Il fallait monter à tout prix. Ils avaient l'obsession des médias. Julien Dray avait l'obsession des médias. C'est qu'à tout prix, n'importe quoi, mais qu'on parle de lui. Parce que cet homme poursuivait, d'ailleurs, il est un peu en perte de vitesse aujourd'hui, mais il poursuivait à l'époque une grande ambition qui était de faire une carrière politique au PS. Et en fait, son ticket d'entrée, sa crédibilité, c'était de monter un mouvement de jeunesse important pour accéder à des fonctions, etc. Ce qui n'a pas empêché après d'être élu au conseil régional de l'Essonne, etc. Il a d'ailleurs très opportunément adhéré au PS en 1981, c'était vraiment la date convertie à la 12e heure, hein, ce qui permettait d'envisager. Ensuite, il a eu des mandats, etc. Après, il a fait beaucoup de bêtises, ce qui petit à petit l'a marginalisé au sein du PS. Bon. Pour la petite histoire, et c'est pas que ça qu'on peut lui reprocher, il avait un goût un peu excessif des objets de luxe, notamment des scooters, des cartables, des montres, etc., des stylos. Et c'était pas des stylos Waterman à une douzaine d'euros, je vous prie de le croire. Hein, c'était des montres à 200 000 francs, etc., enfin, en francs français, etc. Donc c'était des choses que vous et moi ne nous paierons jamais. Il a fait ça d'ailleurs par des moyens. Il y avait l'association des parrains de SOS Racisme, et il y avait des mouvements de compte qui ont beaucoup intéressé d'ailleurs la brigade financière, le Tracfin, hein, qui ont beaucoup regardé. Il y avait des prêts privés. Donc c'était quelqu'un qui effectivement avait une ambition folle, des goûts de luxe, l'envie de parvenir à tout prix. Et SOS Racisme n'était qu'un tremplin, n'était qu'un moyen. C'était vraiment
le marchepied qui devait lui permettre de monter plus haut. Dans les milliardaires qui ont soutenu très vite SOS Racisme dès les fonds baptismaux, il faut vous parler quand même d'un Pierre Berger qui se réveille en ce moment sur les déclarations du mariage homo. C'est un homme qui est quand même plutôt en vue puisqu'il est copropriétaire du journal Le Monde, ce journal dont on disait autrefois quand j'étais effectivement lycéen que c'était un journal neutre d'information, c'était le plus neutre. Hein. À l'époque, les enseignants, PSU et autres nous disaient c'est un journal neutre, si on veut de l'information, c'est la neutralité absolue. Quelques livres sont sortis depuis pour prouver qu'il n'en était rien, et quelques procès, quelques livres. Alors donc on a ce copropriétaire du Monde qui s'appelle Pierre Berger, milliardaire, hein, évidemment. Pardon ? Directeur de Tétu. Alors, c'est aussi le propriétaire du magazine préféré des sodomites, qui s'appelle Tétu. Il faut dire les choses par leur nom, je crois que c'est important d'appeler les choses par leur nom. Et... Ça se voit bien. Oui, ça se voit sûrement très bien. Et voilà donc notre attelage parti, effectivement, parti à la conquête des médias. Non pas de la lutte contre le racisme, hein, tout ça c'était un alibi, on l'a bien compris, à la conquête des médias. Oui, je suis désolé, je suis un petit peu direct, mais je crois que c'est important de se dire les choses entre nous. Alors vous aviez des gens, vous aviez Yves Mourouzi qui a mis son petit badge, vous aviez tous les journalistes à l'époque, et d'ailleurs à un moment donné, dans certains articles, on voit que ceux qui ne portaient pas le badge, les jeunes qui ne portaient pas le badge dans le métro, se faisaient montrer du doigt. Vous aviez presque déjà une agressivité entre les porteurs de badge et ceux qui ne le portaient pas. C'est Mourouzi, les secrétaires, plein d'autres ont refusé. Georges Marchais a refusé, plein d'hommes politiques étaient très gênés, Sabatier a refusé, des présentateurs, etc. Mais il y avait un harcèlement moral, on dirait maintenant, c'est une expression à mode, il y avait un harcèlement moral de toutes les personnalités, et d'ailleurs il explique ça très bien, Serge Malik, un harcèlement moral systématique. On appelait jour et nuit les gens pour leur demander de porter le badge, d'en parler, de faire des avis, des communiqués de presse, etc. Oui. Il y avait quand même, il y a toujours eu une minorité de gens qui se tiennent debout, et je pense à Pierre Desproges, le regretté Pierre Desproges, qui avait été sollicité fortement, et qui avait répondu non, parce que dans ce mouvement, il n'y a que des socialistes et des juifs. Voilà. Voilà. Alors, Julien Drey a dû ramer et pédaler pour lui expliquer que non, il y avait plein de gens tout à fait différents, etc. J'invente rien, je critique personne, c'est... Voilà. Et il a dit que quand il y aurait un jour une association qui s'occuperait aussi du racisme africain, du racisme chinois et autres, peut-être qu'il adhérerait à ce moment-là. Mais tant que c'était que du racisme anti-français, il n'adhérerait pas. Là, un homme debout. En plus, il était drôle. Il avait de l'esprit et il se tenait debout. Voilà un petit peu donc notre triste attelage. Alors pourquoi on a mis, propulsé à un moment donné, Jean-Philippe Désir à la tête de cette association, alias Harlem Désir. Et là, je vais faire un raccourci tout à l'heure avec le président Obama. Dans le monde globalisé qui s'avance très vite, parce qu'on va voir tout ça, que ces officines-là sont au service finalement et véhiculent la même idéologie que le mondialisme apatride et que la haute finance. Hein, ces gens-là sont des idiots utiles, conscients, peu conscients ou inconscients, en tout cas ils servent la cause d'un monde globalisé, économiquement unifié, dont les verrous auraient sauté, les verrous de l'ethnie, les verrous de la religion, les verrous des frontières, etc. Donc ces gens-là sont au service d'eux, en le sachant ou non, et d'ailleurs ça explique en grande partie l'appui des milliardaires. De certains milliardaires. Il fallait trouver quelqu'un de suffisamment falot, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'ait pas de personnalité, facile à manipuler, qui ne soit pas français de souche classique, pas caucasien, qui soit pas arabe, parce que le mouvement Beur, on venait de commencer à le démonter et le briser. Et là, je vais citer à la lettre Éric Guébali, dont je parlais tout à l'heure, l'agent d'Israël, qui était un des membres du bureau des SOS Racisme. Il résume la situation, voilà ce qu'il dit, je cite, hein, ouvrez les guillemets. Il était impossible que le président soit juif ou un Français de souche. Le mouvement Beur ne l'aurait pas admis. D'un autre côté, un arabe aurait peut-être été mal accepté par les juifs. Vous voyez, ce n'était pas simple leur problème, hein. On était vraiment dans des querelles familiales importantes. Tant par son look, je continue à citer, tant par son look que par ses origines, Harlem était au carrefour de tous les courants de SOS Racisme. Voilà, tout est dit, c'était quelqu'un de nulle part et de partout, et c'était l'idéal représentant d'une société mondialisée et métissée. Raccourci sur Obama, exactement le même schéma, ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il n'est pas impossible qu'en tant que
premier secrétaire général du Parti Socialiste. Souvenez-vous que l'ancien, c'était comme François Hollande. Il n'est pas du tout impossible que non seulement il soit candidat au présidentiel, mais il n'est pas du tout impossible qu'il ne soit pas élu. Ah ben oui, il est suffisamment incompétent. Non mais l'important c'est de ne pas avoir d'idée trop arrêtée, c'est d'être un pantin. Je veux dire, aujourd'hui il faut quelqu'un, suivez l'actualité, il faut quelqu'un aujourd'hui qui n'ait pas trop de conviction, qui soit docile à Bruxelles, docile à la finance, qui n'ait pas d'idée arrêtée sur quoi que ce soit, etc., qui tienne le poste honorifique et qui respecte le protocole. On peut mener un petit peu à droite à gauche, à Berlin, à Merkel, etc. Mais voilà, donc il n'est pas du tout impossible. Alors qu'il soit candidat, je le crois fortement, il n'est pas du tout impossible qu'il ne soit pas élu. Parce qu'il présente les caractéristiques d'Obama, citoyen du monde idéal. Il est quand même un petit peu trop... Alors, il n'a peut-être pas tout à fait tout l'équipement. Il se présente d'ailleurs comme un enfant de banlieue dans les conférences, c'est amusant parce que en termes d'enfant de la rue, il a quand même un père martiniquais qui était enseignant, qui est devenu directeur d'école, une mère syndicaliste CGT, donc salarié, donc c'était pas vraiment la rue, quoi. Pas du tout la rue d'ailleurs, hein. Il représente pas du tout ce qu'il prétend. Donc l'imposture est à tous les niveaux. Hein. Donc voilà notre... alors il y a des gens qui disent des choses sur lui, alors c'est récent ce que je vais vous citer, pour vous dire un peu la personnalité telle qu'elle est perçue aujourd'hui de Jean-Philippe Désir. Un député de son propre parti, donc UPS, a dit récemment de lui, il fait de l'air avec sa bouche, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intéressant. Donc ça vous rejoint un petit peu, c'était effectivement, ça c'est ses amis qui disent ça. Hein. Je vous dis pas ses ennemis. Tandis qu'un autre évoque un apparatchik inaudible. C'est pas mal non plus. Et enfin, il y a un journaliste qui lui a attribué le titre de la langue de bois d'or. Donc là, vous voyez, il est rhabillé pour la saison. Ce qui a surpris le plus les proches, dans ce mouvement, les proches du bureau de Julien Drey, l'armée, etc., c'est la soumission totale, la suggestion à Julien Drey, pour des raisons inexplicables. C'est quelqu'un qui n'a pas de tempérament, c'est quelqu'un qui effectivement a besoin d'être dans l'ombre de quelqu'un. Alors il avait le titre, effectivement pour les raisons que je viens de vous expliquer, il avait le titre parce que c'était le citoyen du monde métissé idéal, et derrière c'était la marionnette qu'on faisait danser. Donc voilà un petit peu la personne qui aujourd'hui a présidé, et ça ne l'a pas empêché, quand vous dites effectivement il n'a peut-être pas l'intelligence, il est quand même numéro 1, je rappelle du PS, premier parti de France quand même, c'est pas rien non plus, député européen, etc. Donc il y a besoin d'avoir un QI très élevé pour briguer à des postes élevés. Hein. Alors, notre Drey, là, notre Julien Drey, effectivement, il a fait une carrière politique, de député, conseiller régional de l'Essonne, etc. Par contre, il a fait quelques grosses bêtises quand même. Bon, déjà, son goût immodéré des articles de luxe, ça lui a porté quand même un gros préjudice au sein du PS, effectivement, parce que un tel acharnement pour les objets de luxe, quand on se prétend au PS, ça fait des ordres, surtout quand il y a un problème de financement. Si c'était votre argent, j'irais à la limite, on fait ce qu'on veut de son argent, mais là, c'était un petit peu plus trouble que ça. Et puis, il a fait d'autres bêtises. Hein. Bon, son attaché parlementaire a été arrêté pour un braquage à Lorient. C'est pas non plus quelque chose de très conseillé. Samia, bon, elle s'est effectivement, elle s'est fait, alors je sais plus son nom précis, je vais vous le dire. Elle s'est, oui, c'est un nom. Enfin, peu importe son nom, donc elle a été arrêtée pour un attaque à main armée, son concubin lui-même avait été arrêté pour trafic de stupéfiants, enfin bon, on est quand même dans des choses... Voilà, et l'histoire alors l'histoire, en deux mots, l'histoire de SOS Racisme, ce n'est que ça, c'est de la brigade financière, des gardes à vue, des ventes de tableaux, des renflouements avec les fonds secrets du Premier ministre, voilà, parce que et là j'en reviens effectivement à ce qui nous occupe pour la dissolution, parce qu'encore tout ça, une bande comme celle-là, à la limite, se réunirait dans une salle et dirait ce qu'elle veut dire, peu importe. Le problème, et c'est tout l'objet de notre prestation ce soir, et puis de la campagne, etc., c'est que c'est nous qui payons. Il faut quand même savoir, ça ne vit, SOS Racisme, depuis le début. 2% des recettes viennent des adhésions, 2%. 98% vient de l'argent public, ou privé, il faut être honnête, ou privé, donc les Rigoux, les Berger, tous ces gens-là, et même le Facilde, qui est une association pro-immigrés. Alors là, vous avez la subvention au deuxième degré, c'est-à-dire que le Facilde vit de subventions,
et on donne à SOS Racisme. Donc vous voyez, c'est vraiment les copains et les coquins qui s'autofinancent entre eux sur notre argent, hein. Là, c'est clair et net sur notre argent. La Cour des comptes, chaque année, épingle SOS Racisme pour une gestion opaque, une gestion, on va dire, insuffisante, voire trouble, et rien ne change. Et donc, ça a été en 2003, c'est là où le Premier ministre a dû développer ses fonds secrets de Premier ministre pour éviter la banqueroute, c'était la faillite. Alors d'ailleurs, il y a des anecdotes tout au début, la vente du fameux badge, mais que ce soit on porte un badge un petit peu différent et dérivé, qui est en vente à l'accueil, et ça a été des sacs postaux entiers. Et d'ailleurs, il raconte bien à un moment donné que quand il y avait un passage à la télé avec la petite main, etc., le lendemain, c'était des sacs postaux de commandes, c'était des queues dans la rue sur le trottoir. Ça a été une folie ce badge, hein. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer, je ne sais pas si ça prendrait autant aujourd'hui. Ça a été une folie. Alors l'argent coulait à flot, à ce moment-là, l'argent coulait à flot. Mais il était aussitôt, et c'est dit dans le livre, il n'invente rien, il était aussitôt volé, le siège par les jeunes qui dépouillaient le courrier, qui triaient, etc. Donc par liasse entière, ça disparaissait. Plusieurs cambriolages de local SOS Racisme, c'est-à-dire qu'ils venaient trier dans la journée, ils venaient lui casser la porte pour prendre l'argent. Enfin bon, c'était un truc... aucune gestion, c'était vraiment en dehors de toute règle comptable, de tout contrôle, de toute déclaration, etc. C'est important de le dire, on est dans le trouble, dans la manipulation, dans le faux semblant de A à Z. Depuis la création manipulatoire par un président de la République en 4 de vitesse, la récupération pour tordre le cou au mouvement beurre, la gestion, la façon de communiquer, le testing. Le testing, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode foncièrement malhonnête. Il s'agit en fait de simuler les conditions d'une situation, donc c'est une simulation au départ, une manipulation en vue de provoquer un délit. Alors ça, moralement, éthiquement, je suis désolé, il est étonnant que ça soit aussi bien passé et qu'il n'y ait pas plus de critiques sur le sujet. C'est quelque chose de foncièrement malhonnête, puisqu'on simule une situation, c'est une provocation à un délit. Donc effectivement, SOS Racisme a effectivement des caméras cachées dans les sacs de sport, des micros, dans les agences d'intérim, etc., etc. Ils ont fait leur travail de provocateur, hein, pour provoquer un délit, pour pouvoir après leur tomber dessus, aller en procédure pour faire de l'argent, et surtout, plus que l'argent, encore une fois, pour faire du média, hein, pour être médiatiquement en bas. Alors oui, j'ai retrouvé le nom de c'est Samira Zaoui, donc son ex-attaché parlementaire, mise en examen en 2012, hein, c'est récent, en octobre 2012, il y a 3 mois, 4 mois, pour complicité de vol avec arme à l'occasion d'un braquage de bijouterie à Lorient, dans lequel 200 000 € de bijoux furent dérobés. L'élu de son cœur avait été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Bon, oui, la diversité, c'est pas toujours tout rose, hein. Il y a toujours des petits inconvénients. Alors, Jean-Philippe Désir, Harlem, lui, c'est un petit bras à côté, parce qu'en fait, il a pris en tout 18 mois de prison avec sursis en 98 et 30 000 € d'amende pour recel de biens sociaux. Il a été condamné aussi pour emploi fictif. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans le banditisme, hein, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus modéré. Donc, c'est pas. Donc, la gestion, c'est pas le point fort des SOS. Hein, la gestion, c'est pas leur point fort. Quelques chiffres simplement que je vous livre. En subvention et dons divers, par exemple, en 2010, c'est récent, hein, c'est 579 000 € de subventions, auxquels vous ajoutez les dons privés, hein, on en a parlé tout à l'heure, notamment le patron de Dunlop, les matelas, vous avez donc les amis que j'ai cités tout à l'heure. Vous aviez effectivement 348 000 € par le FACID, cette association pro-immigrés qui est capable de sortir 349 000 € pour aider notre association. C'est fort quand même, hein. On aimerait les avoir, on se dit, bon, etc. Alors j'ai parlé effectivement des fausses factures, des tableaux vendus, les gardes à vue, la brigade financière, etc. Voilà, donc en fait, en sorte de conclure. Alors depuis, effectivement, il y a eu, on a eu Dominique Sopo en président, on a eu aujourd'hui c'est Cindy Léonie, qui est une Sénégalaise juive. Donc aujourd'hui, voilà, ça suit sa vie. Ce qui est intéressant de penser, c'est que toutes les personnes qui sont passées par SOS Racisme sont passées par le cursus université-faculté, une FID, association étudiante, agitation étudiante. Hein, d'ailleurs, Julien Drey était profondément engagé dans l'agitation étudiante, puis à un moment il s'est lassé, puis il a pris des années, il se sentait un petit peu décalé, bon, il s'est lassé des querelles estudiantines. Ils sont tous passés par la faculté, pas les écoles, la faculté, l'UNFID, le trotskisme, le PS, tous.
y compris les deux derniers. Cindy Lenny, y compris de Mexico, c'est tous passé, c'est la filière obligée. Et la plupart, vous verrez dans l'article du numéro actuel de Synthèse, se sont retrouvés attachés parlementaires Julien Drey, etc. On a toujours derrière en toile de fond Julien Drey. Le tireur de ficelle, l'homme qui gère tout ça, c'est Julien Drey. Alors, nous, ce qui nous dérange, et c'est pourquoi il est urgent de demander et d'exiger la dissolution, c'est effectivement parce qu'aujourd'hui, c'est notre argent qui est utilisé pour nous attaquer, pour nous discriminer, c'est le cas de le dire, pour nous chercher querelle. Tout ça en étant, et j'en reviens à mon propos tout à l'heure, en étant au service du grand capitalisme apatride. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gauchistes en peau de lapin, derrière, leur vision du monde, c'est celle des grands groupes multinationaux. Et c'est pas par hasard s'ils sont subventionnés. Aujourd'hui, on retrouve l'éternel attelage de l'extrême gauche, du marxisme et de la haute finance. Toujours un monde unifié, sans frontières, sans trop de disparités ethniques, religieuses, etc., philosophiques. Donc nous souhaitons la dissolution de cette association et on observe qu'effectivement, aujourd'hui, en pleine querelle sur le mariage gay, le PS et son secrétaire général Arlène Désir semblent ne plus rien avoir à dire sur la montée de la pauvreté, vous n'entendez pas, la précarité, qui n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, 80% des contrats se signent en CDD. Et croyez-moi, quand on est jeune, qu'on veut prendre un logement, acheter la moindre petite voiture et qu'on est en CDD, c'est impossible. Et ça, ils ne vous en parlent pas. Ça, là-dessus, on vous parle de flexi-sécurité, de flexi-bon, etc. Mais ça, on ne vous en parle pas. Tout ça, c'est tabou. On vous amuse avec le mariage gay, avec des choses comme l'euthanasie, etc. Mais les vrais problèmes, aujourd'hui, ne sont pas abordés. Le PS n'a rien à dire là-dessus. Le chômage des jeunes et des moins jeunes, la mise à l'écart des seniors, les enjeux fondamentaux de la retraite pour lesquels on sait que rien n'est réglé. La réforme de Sarkozy, on sait déjà, puisque les caisses complémentaires sont déjà en déroute, elles sont déjà déficitaires, rien n'est réglé. La dépendance, on n'en a pas le premier euro. Ça va être un gouffre, on n'en a pas le premier euro, on ne sait même pas où on va le prendre. Les délocalisations, désindustrialisation, il y a quelques moulinets, il y a un ministre qui s'amuse à mettre un maillot marin là, fabriqué à Lorient, ça amuse le public, mais concrètement, est-ce qu'on réindustrialise? Non, du tout. Alors il nous amuse avec le droit de vote des étrangers, enfin il nous amuse, vous avez compris entre guillemets. En fait, aujourd'hui, ça n'est qu'une œuvre de destruction. Aujourd'hui, c'est effectivement le mariage homo, c'est la destruction du mariage, c'est l'euthanasie, c'est la culture de mort, c'est l'immigration qui vote, c'est la culture. Voilà, aujourd'hui c'est ça, ils n'ont plus rien à nous dire ces gens-là. Donc pour ces raisons-là, exigeons, parlons autour de nous, exigeons et battons-nous pour la dissolution de l'officine SOS Racisme. Voilà ce que je voulais vous dire.